Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mardi. Chaos et colère au Liban. L'enquête interne sur les causes de l'explosion souligne qu'un courrier avait été adressé aux autorités le 20 juillet dernier pour avertir de la présence d'une cargaison de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth. Des chiffres toujours en hausse. 1132 nouveaux cas d'infection au Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures. 17 décès sont à déplorer. Concernant les rémissions, 861 nouvelles guérisons ont été annoncées lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé. Pour terminer cette édition, une très belle exposition qui retrace les origines de l'art au Maroc. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat abrite l'exposition des peintres marocains dans les collections nationales de Ben Ali Rabati à nos jours. Madame, Monsieur, bonsoir. Au lendemain de la démission du gouvernement libanais dirigé par Hassan Diab, les interrogations sur son remplaçant restent pour l'heure sans réponse. Concernant l'enquête interne sur les causes de l'explosion, un rapport stipule qu'un courrier avait été adressé aux autorités le 20 juillet dernier pour avertir de la présence d'une cargaison de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth. Les développements avec Mamadou Diaye. Après 7 mois passés à la tête du gouvernement, Hassan Diab est aujourd'hui contraint au départ. Qui pour le remplacer? L'interrogation reste entière. Une tâche qui s'annonce difficile, celle de renouer la confiance entre gouvernants et gouvernés. En ce qui concerne la démission, elle est très récente. Nous ne savons pas quelle est l'alternative. Il n'y a rien à dire, c'est incroyable. La capitale libanaise a rendu hommage aux victimes à travers cette projection de l'explosion de mardi dernier. Un drame qui a emporté avec elle des quartiers entiers. Des stocks de céréales ont été détruits alors que le pays importe près de 85% de ses besoins alimentaires qui passent par le port, rappelle le Programme alimentaire mondial. Une situation de dépendance qui suscite bien des inquiétudes à l'égard des couches les plus défavorisées. C'est un énorme défi logistique. Nous devons être rapides afin d'aider les familles les plus vulnérables. Les autorités libanaises auraient été prévenues le mois dernier du stockage de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth. Résultat d'une enquête judiciaire qui aurait débuté depuis janvier dernier sur l'existence de ces produits chimiques comme étant un danger potentiel pour la capitale libanaise. Une enquête interne qui est désormais menée par la Cour de justice après la démission du gouvernement. Elle a déjà conduit à l'arrestation de plusieurs responsables des douanes et du port, lesquels sont placés en détention provisoire. Et face à la double déflagration qui a sinistré le port de Beyrouth et de nombreux quartiers de la capitale, plusieurs hôpitaux se sont retrouvés en première ligne des établissements dévastés par les explosions. De nombreux pays ont envoyé de l'aide au Liban. Sur instruction du souverain, le Maroc a déployé un hôpital militaire de campagne. La structure, qui est opérationnelle depuis hier, a pour objectif d'aider le pays à surmonter la situation extrêmement difficile qu'il traverse. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux sur un récit de Oussama Bkali. Il est 8 h du matin à l'hôpital militaire déployé par le Maroc à Beyrouth et ils sont déjà des dizaines de patients à venir consulter les 45 médecins de diverses spécialités envoyés cette semaine. À l'accueil, tout est mis en œuvre pour traiter les Libanais dans les meilleures conditions. Lors de cette première étape, nous commençons par mesurer la température des patients. Puis selon la gravité des cas, nous nous assurons de traiter les cas les plus nécessiteux en urgence. Le cas échéant, le patient est transféré au service adéquat. Sous cette tente militaire aménagée en pharmacie, les Libanais viennent se procurer leurs médicaments. L'un des entrepôts principaux de médicaments se trouvait à proximité de l'épicentre de l'explosion et a été soufflé par celle-ci. Les survivants sont toujours en état de choc. L'explosion nous a tous pris par surprise. Tous ceux autour de moi ont été projetés par terre subitement. J'ai eu 15 sutures sur la tête et je n'arrive plus à bouger ma main. Mais heureusement, je suis en vie. Le soutien qu'on a reçu est soulageant. Parmi les cas les plus graves traités aujourd'hui par l'équipe marocaine, il y a Ali, qui après une intervention concernant un traumatisme crânien, a vu son cas empirer vers une infection, l'empêchant même de prendre la parole. Comme vous voyez, c'est un cas typique de traumatisme de la face.
Ce patient fut victime de plaies par verre multiples lors de l'explosion. Il a bénéficié le premier jour après l'explosion de soins locaux et de suture des plaies au niveau des hôpitaux locaux. Et actuellement, il vient nous voir avec une collection au niveau du visage, au niveau de l'une des plaies qui s'est surinfectée. Il présente un abcès au niveau d'une des plaies du visage, donc on va devoir sûrement l'opérer pour drainer l'abcès. Près de 200 personnes se sont présentées à l'hôpital militaire marocain aujourd'hui. 450 services médicaux ont été prodigués, ainsi que 4 interventions chirurgicales. Le dernier des comptes des victimes du 4 mars fait état de plus de 6000 blessés et de 171 décès. Et pour parler de la situation humanitaire au Liban, nous retrouvons en direct de Beyrouth la coordinatrice spéciale adjointe des Nations Unies pour le Liban, Najat Rochdi. Bonsoir. Pour commencer, revenons sur ces terribles explosions. Vous étiez sur place mardi dernier. Comment avez-vous vécu cette tragédie ? Bonsoir. Écoutez, je l'ai vécu un petit peu comme tout le monde ici à Beyrouth et évidemment dans le reste du monde. Je peux vous assurer que c'était un son quand même assez incroyable, assez fort. J'étais chez moi en confinement parce que je venais d'arriver et donc normalement pour les précautions du Covid, on ne devait pas se déplacer et puis 30 secondes avant la déflagration, avant l'explosion, j'ai quitté mon salon pour aller à l'intérieur de la maison prendre quelque chose et tout d'un coup, il y a eu ce bruit absolument assourdissant. Je veux dire, il n'y a pas un seul mot qui peut décrire la force de ce bruit et je suis revenue vers mon salon et puis il y avait pratiquement plus grand chose. Les fenêtres avaient sauté, les portes avaient sauté, il y avait du verre partout, les portes-fenêtres étaient tombées. C'était vraiment un champ de bataille. Hein. Vraiment, je ne trouve pas un autre mot. Et j'entendais crier partout. Je suis descendue parce que les voisins de mon immeuble, ils avaient des enfants qui commençaient à crier. Donc immédiatement pour moi, il fallait quand même essayer de calmer la situation parce que les mouvements de panique en général, ils peuvent aussi mener à d'autres accidents. Je suis sortie dans la rue et là j'ai vu cette image apocalyptique de personnes qui passaient en sang avec des enfants. C'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. Et c'est la raison pour laquelle de toute façon on sait très très bien que les effets et l'impact de cette explosion vont rester là par rapport au traumatisme que ça a provoqué. Alors, les agences onusiennes s'efforcent de soutenir les victimes de l'explosion qui a mis à genoux un système de santé libanais qui est déjà très fragile. Comment vous évaluez, une semaine après le drame, la situation humanitaire et les besoins du pays, le Liban, qui est déjà en proie à une terrible crise économique ? Écoutez, les besoins sont énormes. Il est vrai que la semaine dernière, juste après l'explosion, on avait priorisé de manière très très claire tout ce qui était des actions qui sont des actions de sauver des vies. Et donc, on s'était concentré sur tout l'appui médical, que ce soit par rapport à tout ce qui est appui chirurgical, les médicaments, les ventilateurs, les moniteurs, les kits d'orthopédie, etc. Essayer aussi de soigner les traumatismes, mais très très vite aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins d'accès à l'eau parce que beaucoup de pompes d'eau et de stations d'eau ont été détruites. Et bien évidemment, comme vous le savez, avec l'explosion du port, nous avons eu 80% à 85% des stocks de grains au niveau non seulement de Beyrouth, mais en fait, c'était des stocks pour tout le pays qui ont été détruits. Et donc, immédiatement, nos actions immédiates, non seulement en tant que système des Nations Unies, mais aussi avec les partenaires ONG, qu'elles soient ONG locales ou ONG internationales. On a mis en place de l'aide d'urgence, ce qu'on appelle l'aide d'urgence, donc soit par rapport à l'appui du système médical lui-même. Comme vous savez, plusieurs hôpitaux ont été complètement détruits et en fait très très rapidement, la capacité des hôpitaux a été totalement dépassée
au point où il a fallu, à travers les cliniques mobiles, à travers les hôpitaux mobiles, donner déjà les premiers traitements à des blessés légers. La deuxième chose, ça a été vraiment d'avoir cette aide, cette distribution alimentaire d'urgence, où je dois quand même souligner d'une manière très importante cette formidable solidarité qui immédiatement a été déclenchée au niveau des Libanaises et des Libanais qui habitent à Beyrouth, où j'ai vu vraiment des personnes ouvrir leurs maisons, des personnes offrir des repas, des personnes réellement venir consoler. Et ça, c'est vraiment une image qui vient largement compenser l'image traumatique de l'explosion et de l'impact de l'explosion, et qui nous montre que vraiment, ça, c'est un formidable message de solidarité et d'humanité d'abord et avant tout. On a aussi mis en place, bien évidemment, une aide par rapport aux abris. D'après les derniers chiffres du gouvernement, 300 000 personnes aujourd'hui ne peuvent pas rentrer chez eux. Et je peux très bien comprendre, parce que je peux vous assurer, j'étais pas dans la première zone directe, immédiate au niveau du port. Et quand je vois ce que ça a fait chez moi, je peux parfaitement imaginer que les maisons et les immeubles avoisinants, la zone du port était complètement détruit. Et donc, il a fallu immédiatement être capable de donner des abris. C'est aussi une façon de protéger justement ces familles. Et il a fallu aussi organiser, encore une fois, les repas. L'autre élément qui quand même est fondamental, vous savez, 80 000 enfants ont été touchés pas blessés, Dieu merci, mais touchés par un traumatisme très important. Et donc très rapidement, on a démarré des appuis psychologiques et un accompagnement psychologique aux enfants, parce qu'un traumatisme chez un enfant jeune est quelque chose qui peut vraiment rester jusqu'à l'âge adulte. Et on ne veut pas que la future génération, justement, des Libanais garde ça comme des séquelles et puisse quand même être accompagné pour reprendre plus ou moins et petit à petit une vie normale, mais surtout pour ne pas complètement justement hypothéquer leur avenir. Alors, Najat Oji, de nombreux pays se sont mobilisés pour aider le Liban. Le Maroc, sur instruction de Sa Majesté le Roi, a envoyé une aide humanitaire et médicale urgente et un hôpital militaire de campagne. On l'a vu dans le reportage, avec plus de 150 personnes a été déployé. Comment vous percevez cet élan de solidarité internationale ? Bon, permettez-moi tout d'abord d'exprimer toute la gratitude de la communauté humanitaire, et je suis sûre que la gratitude des Libanais est déjà arrivée à Sa Majesté le Roi pour cet élan de solidarité. Je pense que c'est très important. Cette aide est venue vraiment à point nommé, et c'est une aide qui permet de sauver des vies. Il faut vraiment se le dire tous les jours. Les blessés graves tous les jours ont besoin de soins supplémentaires, ont besoin d'appui complémentaires, et donc c'est une aide qui est vraiment la bienvenue. Et je voudrais vraiment remercier personnellement, mais au nom aussi de toute la communauté humanitaire, qu'elle soit système des Nations Unies ou ONG, comme je vous disais, par rapport à cette aide. La même gratitude, bien évidemment, va aussi à tous les pays qui immédiatement se sont mobilisés, déjà à partir de mercredi, le lendemain de cette tragédie, et j'utilise bien le terme tragédie, le lendemain de cette tragédie, d'abord, il y a eu des équipes pour faire les recherches des survivants. Malheureusement, nous avons dû suspendre ces recherches parce que après tous ces jours de l'explosion, il y a pratiquement plus d'espoir pour trouver des personnes encore vivantes. Donc ça a été vraiment les premières équipes qui ont été déployées. Ensuite, énormément d'hôpitaux mobiles, et beaucoup d'appui en termes de médicaments, en termes de besoins élémentaires. Vous savez, ça peut aller jusqu'à carrément une compresse. Et vraiment, on a vu ça, un afflux par rapport à ça très important. Mais bien évidemment, très rapidement, on a commencé à nous organiser et à voir aussi avec le gouvernement comment cette aide pouvait être dispatchée par rapport aux autres besoins. Encore une fois, les besoins en abri, les besoins en aide alimentaire, les besoins en accès en eau. Et bien évidemment, nous avons aussi mis en place, suite à l'explosion du port, des besoins en logistique. Vous savez, le port de Beyrouth, ce n'est pas seulement vital pour la ville de Beyrouth, mais en fait, il dessert tout le pays et d'autres pays avoisinants. Donc, prioriser
c'est la réhabilitation du port, au moins une partie. C'est aussi permettre à beaucoup de l'aide humanitaire qui est en train de venir par bateau, parce qu'on ne peut pas tout transporter à travers un pont humanitaire. Le pont humanitaire a été établi très très rapidement, mais on est content de voir que cette réhabilitation est en train vraiment de se finaliser, et nous espérons que déjà à partir de demain ou après-demain, quelques bateaux vont pouvoir accoster au niveau du port de Beyrouth, et une aide alimentaire beaucoup plus importante, une aide humanitaire beaucoup plus importante, mais aussi des matériaux de construction, parce que comme je vous le disais, on a mis en place des abris temporaires, ont été mis en place, mais la meilleure des choses qu'il faut souhaiter pour les habitants de Beyrouth et pour le peuple libanais et pour le Liban, c'est que ces personnes puissent retourner chez elles le plus vite possible, et c'est qu'on puisse également très très rapidement réhabiliter une partie des hôpitaux qui ont été détruits, parce que il y a bien sûr les blessés graves, il y a les blessés légers, mais il y a aussi le Covid, et il ne faut pas justement qu'on néglige cette partie, mais il y a aussi toutes les personnes qui tombent malades pour une raison X ou Y. Donc on reste toujours dans les mêmes priorisations. On a moins de pression maintenant sur les hôpitaux, parce que bien évidemment les blessés graves ont été... Najat Rochdi, je rappelle que vous êtes la coordinatrice spéciale adjointe des Nations Unies pour le Liban. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est une annonce synonyme d'espoir dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. La Russie affirme avoir développé le premier vaccin contre le coronavirus. L'annonce a été faite par Vladimir Poutine lors d'une vidéoconférence assurant que le vaccin donnait une immunité durable. Le président russe a même affirmé qu'une de ses filles s'était fait inoculer le vaccin. Elle a participé à l'expérience, a-t-il indiqué, affirmant qu'elle avait un peu de température. Ce vaccin sera mis en circulation le 1er janvier 2021 selon le registre national des médicaments du ministère de la Santé. Et en attendant un vaccin anti-Covid-19 sûr et efficace, la vigilance reste de mise. 1132 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures au Maroc. 17 décès sont à déplorer concernant les rémissions. 861 nouvelles guérisons ont été annoncées. Retour sur le point de presse quotidien du ministère de la Santé avec Jazel Hemeri. 1132 nouvelles personnes ont contracté le Covid-19 au cours de ces dernières 24 heures. Le Royaume recense ainsi 35 195 contaminations depuis le 2 mars dernier. Des cas principalement détectés au niveau des régions Casablanca-Stade avec 391 nouveaux cas, Marrakech-Safi 195, Fès-Meknès 163 et Tanger-Téton El-Husseima enregistrent 140 nouvelles infections. Durant ces dernières 24 heures, 861 rémissions ont également été répertoriées. 25 385 patients ont ainsi gagné le combat contre la maladie, soit un taux de guérison de 72,1%. Malheureusement, les décès sont toujours en hausse. 17 nouvelles personnes ont succombé au nouveau coronavirus. Au total, 533 décès ont été annoncés depuis le début de l'épidémie. Concernant ces 17 décès, 6 sont à déplorer à Marrakech, 4 à Casablanca, 4 dans la région d'Ar'ata Filelt, 2 à Fès et 1 à Tanger. Actuellement, le nombre de cas actifs s'élève à 9 277. 132 personnes sont admises dans les unités de réanimation et de soins intensifs et parmi elles, 57 sont intubées. Le fonds d'investissement stratégique présenté au Parlement par le ministre de l'économie devant les députés Mohamed Ben Chaboun a dévoilé un exposé détaillé sur ce fonds annoncé par Sa Majesté le Roi lors du discours du trône. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du plan de relance de l'économie nationale. Reportage Abdelhamid Lemourabet El Biloudi Zindine, le récit est de Oussama Bkhali. Adopté jeudi dernier en Conseil de gouvernement, le projet de décret 220-528 a été présenté ce matin à la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants par Mohamed Ben Chaboun. Le ministre initie ainsi la première démarche du plan de relance économique national. Ce décret concerne la création d'un fonds d'investissement stratégique.
Nous présentons aujourd'hui ce projet de décret en application de la loi organique relative à la loi des finances. Le projet de décret 220-528 fait suite à l'annonce par Sa Majesté le roi Mohammed VI d'un plan de relance de l'économie nationale à l'occasion du discours célébrant la fête du trône. Outre l'aspect économique, ce fonds d'investissement devrait également financer la généralisation de la couverture sociale pour tous les Marocains. Pour l'Union socialiste des forces populaires, cette démarche est capitale car elle va permettre de financer le besoin en infrastructures et faciliter la généralisation de l'assurance maladie, l'accompagnement du tissu économique et de ses composantes au bénéfice du citoyen. Soutenir la production du royaume, accompagner et financer les projets d'investissement des secteurs privés et publics dans divers domaines et quelle que soit leur taille, ce fonds d'investissement stratégique devrait être doté de 120 milliards de dirhams afin de soutenir la relance économique du royaume. Parlons consommation à présent. En ce début de mois d'août, la récolte de figues de Barbarie bat son plein dans la région d'Al Hoceïma, connue pour produire des variétés très sucrées et appréciées aussi bien des habitants que des touristes de passage dans la région. Mais la crise de coronavirus en a malheureusement décidé autrement pour les agriculteurs et les vendeurs qui font face cette année à une baisse considérable de la demande. Reportage Fouad Aizouzi, le récit est de Salim Amnab. Ils ressentent durement les conséquences de la crise sanitaire. Ces professionnels de la région d'El Hoceïma attendaient avec impatience la haute saison pour commercialiser leur récolte de figues de Barbarie. Le coronavirus a grandement affecté la demande de ce fruit d'ordinaire très prisé ici. En temps normal, la saison démarre bien. Cette année, avec la crise, seuls quelques passants s'arrêtent. Pourtant, l'offre n'a pas changé. Je propose 3 variétés, parmi lesquelles la plus connue ici appelée Dlahia. Elle est très sucrée. Cette année, avec le coronavirus, l'activité est en baisse. C'est très compliqué, sans parler des MRE quasi absents ici dans la région. De longues minutes peuvent s'écouler sans qu'aucun passant ne s'arrête. Ces professionnels doivent composer avec les rares clients amateurs de cette variété propre à la région et de passage ici. J'habite à Rabat. Je suis venu ici à El Hoceïma pour visiter la région. Je me dirige vers Tétouan et je me suis arrêté spécialement pour acheter une variété particulière de figues de Barbarie appelée Dlahia. Et pourtant, cette année, les cultures sont belles. La variété de Dlahia occupe dans la province 500 hectares de terre. 4000 tonnes ont été produites. L'inquiétude de la profession se porte sur les ventes. Pour terminer cette édition, une très belle exposition qui retrace les origines de l'art au Maroc. Le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat abrite l'exposition Les peintres marocains dans les collections nationales de Ben Ali Rbati à nos jours. Des toiles qui mettent en lumière les spécificités du Maroc, terre d'accueil, du vivre ensemble et de la tolérance. Reportage Mohamed El-Qant et Hicham Souni, le récit est de Jazel Ahmed. C'est ici, au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, que cette exposition raconte l'histoire de l'art au Maroc. Pour la première fois et à travers des centaines d'œuvres, le patrimoine artistique national du début du siècle dernier à aujourd'hui est mis en lumière. J'encourage vivement les jeunes et les parents à ramener leurs enfants. Il faut visiter cette exposition pour mieux comprendre le parcours de l'art marocain. Les peintres marocains dans les collections nationales de Ben Ali Rbati à nos jours, un thème qui propose de retracer la voie chronothématique de la peinture marocaine, une exposition à travers laquelle les Marocains sont invités à tourner la page du confinement et renouer avec la culture. Rabat reste une ville vivante, ville lumière, capitale de la culture du Maroc, est là pour aussi montrer que l'art doit continuer à vivre et que nous, les musées, nous allons continuer à donner la lumière aux gens à travers des expositions d'une telle beauté. Le but premier est de faire connaître le travail de Farid Belkahia grâce à sa sculpture présente sur le parvis du musée, mais aussi de s'ouvrir à l'extérieur.
Rendez-vous jusqu'au 15 décembre prochain pour prendre part à cette immersion dans l'art moderne et contemporain, initiée par la Fondation nationale des musées et le musée Mohamed VI, en partenariat avec le ministère de tutelle et l'Académie du Royaume. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. C'est une annonce synonyme d'espoir dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. La Russie affirme avoir développé le premier vaccin contre le coronavirus. L'annonce a été faite par Vladimir Poutine lors d'une vidéoconférence assurant que le vaccin donnait une immunité durable. Le président russe a même affirmé qu'une de ses filles s'était fait inoculer le vaccin. Elle a participé à l'expérience, a-t-il indiqué, affirmant qu'elle avait eu un peu de température. Ce vaccin sera mis en circulation le 1er janvier 2021. Selon le registre national des médicaments du ministre de la Santé, consulté par les agences de presse russes. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Rahma El Hennaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, excellente soirée à tous.